Alors, la consultation, en fait, elle a été d'abord posée comme un référendum, ensuite c'est devenu une consultation parce qu'ils n'ont pas le cadre juridique nécessaire pour faire ce qui s'appellerait un référendum. Ils ont décidé que le périmètre serait celui du département de Loire-Atlantique, ce qui pouvait sembler illogique parce qu'en partie le projet d'aéroport il est financé aussi par les régions autour, mais forcément quand ils lancent ça, ils se préparent avant, du coup ils avaient fait des sondages préalables et qui montraient que le seul espace périmètre sur lequel ils pouvaient espérer gagner et obtenir un oui sur cette consultation en faveur de l'aéroport, c'était dans le cadre du département de Loire-Atlantique. Ça va survenir les 25 et 26 juin. Et la question qui va être posée, c'est êtes-vous pour ou contre, en gros, êtes-vous pour le transfert de l'aéroport existant à Nantes, l'aéroport de Nantes-Atlantique, vers Notre-Dame-des-Landes, donc la création d'un nouvel aéroport qui vienne se substituer à l'aéroport présent. Du coup, il y a une campagne qui est lancée où, en gros, tous les partis, les partis politiques majoritaires, républicains, PS, plus toutes les forces institutionnelles, régions, départements, toute une partie des mairies du coin annoncent très fermement faire campagne pour l'aéroport. Il y a une association Écran de la Chambre de commerce et d'industrie locale qui est les Ailes pour l'Ouest qui va faire campagne aussi. C'est pas une question d'écoute pour eux, c'est une question qui a un rapport de force qui les a acculés à ça, où ils voient que c'est pas possible de passer en force comme ils l'entendaient, par la police, par les tractopelles, etc. Donc essayer de relégitimer, de retrouver une assise à leur projet d'aéroport par ce biais-là. Après, c'est des moyens classiques de campagne électorale, quoi. C'est-à-dire c'est des campagnes de publicité, de tracts, d'apparitions dans les médias, c'est-à-dire les moyens qu'ils ont beaucoup plus que nous parce que c'est lié à des statuts politiques, institutionnels, à des financements que eux ont et que nous on n'a pas dans la même mesure dans le mouvement. Alors oui, est-ce qu'il peut y avoir des espaces au sein duquel l'ordre républicain ne règne pas? Et est-ce que la mise en échec permanente de la volonté gouvernementale de reprendre le pouvoir peut effectivement peut avoir lieu, quoi? Quand il y a une espèce d'effervescence politique, finalement, le retour à la normale peut être signé par le retour aux urnes, quoi. Voilà. C'est aussi l'une des manières toujours permanentes par lesquelles on vient signer la fin d'un... C'est une analogie, donc un processus insurrectionnel. Voilà. On demande aux gens de voter et d'un coup la légitimité, en fait c'est surtout un déplacement de la légitimité, quoi. La légitimité sortirait cette fois-ci de ce processus de consultation, en tout cas du vote, et ça permet de délégitimer et de faire comme si le conflit réel qui avait fait tout ce qu'il fallait pour la poser, cette légitimité était battue. Et d'ailleurs en général, chaque fois qu'il y a eu des votes après des moments insurrectionnels, le résultat des votes est considérablement défavorable pour la poussée insurrectionnelle. On verra d'ailleurs ce que donneront les élections de 2017 si elles ont lieu, mais bon, donc là on est à peu près sûr que s'ils tentent ça, c'est qu'ils ont une idée assez précise sur le résultat et que le résultat desservira assez largement la logique des occupants, quoi. Si c'est le non qui l'emporte, effectivement, on abandonne le projet d'aéroport. Bon, ce qui est nouveau, parce que jusqu'à maintenant, ils n'avaient jamais dit qu'ils pourraient imaginer l'abandonner, mais ils se rendent compte que le mouvement est tellement puissant qu'il faut peut-être qu'ils en envisagent la possibilité de trouver une porte de sortie, mais surtout, ils espèrent qu'effectivement, ils obtiendront un vote majoritaire pour le oui dans le département, puisque c'est le périmètre qu'ils ont choisi, et que derrière, ils puissent dire aux gens, regardez, en gros, le peuple a voté, maintenant, vous n'avez plus le choix, il faut partir, il faut abandonner cette lutte-là, ou au moins créer une division au sein du mouvement, en espérant qu'une partie des gens se dise ah ben oui quand même, maintenant peut-être il faudra arrêter de lutter. Ce mouvement anti-aéroport, il s'est joué sur un terrain politique qui était celui de la contestation, de la rue, de l'action directe, des manifestations, etc. Un terrain sur lequel le gouvernement était de plus en plus faible et sur lequel il se sentait de plus en plus impuissant. Donc il essaye avec cette consultation de retrouver un terrain auquel il est habitué, sur lequel il peut se sentir fort, qui est celui d'une certaine forme de fabrication de l'opinion publique par le biais de campagnes électorales, publicitaires, médiatiques, avec ses habitudes, les sous qu'il a,
l'engagement des institutions et essayer de redonner une légitimité dite démocratique à un projet d'aéroport qu'il a complètement perdu sur le terrain que je pourrais appeler celui de la politique réelle, c'est-à-dire celui de la contestation populaire face à ce projet d'aéroport. Est-ce que déjà on est dans une situation historique où finalement l'État peut être mis en échec dans sa prétention à gouverner l'ensemble du territoire tel qu'il le conçoit? Il y a la possibilité d'arracher effectivement des espaces et des territoires et de faire advenir sur ces territoires-là une espèce de manière de vivre collective au sein de laquelle finalement c'est pas la logique économique et marchande qui régule les existences, c'est pas la logique politique classique aussi qui organise ou qui administre ces existences. Donc j'ai l'impression que d'ailleurs il y aurait sans doute plein de gens qui donneraient des réponses différentes à cette question-là, quoi. Moi, ce que je peux y voir et ce que d'autres y voient sans doute, c'est le fait que ici les gens parlent souvent de sécession, c'est qu'il y a la possibilité de faire advenir en tout cas quelque chose comme des manières de vivre collectives qui mettent en échec en quelque sorte ce à quoi on a affaire, c'est-à-dire les différentes lignes de pouvoir qui en général structurent nos existences, quoi. On ne peut que constater que c'est quelque chose qui est au travail depuis des années parce qu'il y a bel et bien des gens qui poussent et qui défendent cette hypothèse, disons, du communisme ou du communalisme, et qui la défendent et qui la répandent autour d'eux et qui partagent et qui échangent et qui s'organisent sur cette base avec d'autres personnes depuis des années. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils poussent un peu partout des manières de concrétiser cette hypothèse, de faire revenir la commune, de faire revenir des formes d'organisation collective non hiérarchiques, non marchandes, et qui de toute façon sont beaucoup plus excitantes que n'importe laquelle des options politiques que peuvent nous proposer les politiques ou même le maintien de l'ordre existant. C'est un processus dont il faut prendre en compte la dimension de long terme et la dimension de subversion progressive d'un ordre social dont il est clair qu'il faut en finir. Et donc du coup c'est vraiment un processus à construire qui demande du temps, qui demande une affirmation, qui demande à penser cette espèce de dimension progressive, parfois un peu souterraine ou subversive, qui finit par s'actualiser. En tout cas l'horizon c'est qu'elle finisse par s'actualiser. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que effectivement, la notion de commune, souvent on se rapporte à la Commune de Paris de 1871, et en fait on oublie toutes les formes historiques de moments où il y a des communes qui se sont déclarées, d'une part, que ce soit les communes marronnes ou les communes de Barcelone, qui sont des formes qui ont été très intéressantes, mais surtout on oublie les moments où c'est pas juste l'administration révolutionnaire d'un territoire. Ça, c'est la définition classique de la commune, où c'est l'imaginaire le plus prépondérant quand on parle de commune. Mais en deçà de ça, autour de ça, il y a plein de moments où ça va être des territoires, où ça va être juste des amitiés, ça va être des liens qui vont se donner une densité suffisamment forte pour poser une sorte d'en dehors du capital qui va être un en dehors offensif. Ça veut dire quoi? C'est un territoire sans police? J'ai l'impression que, en fait, la notion de commune, ça veut dire que on a un moment où sur une zone, il y a la volonté de se déprendre de l'économie, de se défaire de l'institution, d'en sortir et de reprendre en main directement ce qui fait la texture de nos vies, que ce soit nos besoins les plus primaires, de manger, de dormir, de se vêtir, d'avoir du carburant, etc. Comme d'avoir nos propres formes de règlement des conflits, nos propres formes d'échange. J'allais dire une nouvelle forme d'économie, mais c'est pas une nouvelle forme d'économie, c'est des systèmes d'échange qui soient débarrassés de la notion de valeur. Voilà, c'est ça qui me semble intéressant. Nous, on ne souhaite pas vivre dans un espèce de ghetto marginal sur la zone, et que la réalité de ce mouvement, c'est que c'est un mouvement populaire dans lequel se croisent plein de gens, des gens des bourgs alentours, mais aussi de toute la France, des paysans, des gens qui travaillent de manière classique ou pas, et que c'est une zone très ouverte et poreuse, et qui fait rêver plein de monde, parce que c'est un des endroits dans ce monde où en fait des gens peuvent se figurer que ouais, ce sera peut-être possible de sortir des formes économiques classiques, de l'individualisme, des rapports de consommation classiques, et que ça, au-delà du refus
début du projet d'aéroport, il y a tout un tas de gens qui se disent que c'est essentiel en fait comme expérience et qui sont prêts à la défendre de partout et qui se sentent liés aux gens qui habitent ici de plein de manières et que nous, depuis ici, on se sent liés avec tout un tas d'autres personnes dans la région et en France et d'une manière qui en fait met très fortement à mal leur campagne de propagande anti-zadiste. Il y a aussi un ami qui parlait de faire attention en fait avec cette représentation de la communauté idyllique, utopiste, tu vois, comme un peu dans un film de science-fiction. Pourquoi il faut s'en méfier? Moi j'ai l'impression qu'il faut s'en méfier parce que bon, d'une part il y a quelque chose qui va avoir trait à la récupération politique tout simplement, c'est-à-dire des gens qui vont dire ben voilà, nous on a un programme, nous on va vous proposer une forme alternative de pouvoir et qui va faire en sorte qu'on va administrer correctement le monde et ce sera vachement mieux, ce sera la vie nouvelle, etc. Ça souvent c'est une arnaque d'une part. Et ça, oui, ça laisse de la place à la politique dans le mauvais sens du terme, entre guillemets. Et j'ai l'impression qu'une des autres, une autre faille de ce raisonnement-là, c'est que les moments qu'on a vus historiques de communes déclarées, entre guillemets, hein, que ce soit la commune de Paris ou la commune de Barcelone, ça va être une sorte d'embrasement très rapide d'une forme scandaleuse de nouvelles vies. Et ça, si c'est pas basé sur une volonté de se pérenniser, sur des multitudes de liens, sur un réseau d'endroits qui ont déjà déserté, en fait on aboutit à ce qui a toujours eu lieu historiquement, à savoir l'écrasement par la force dans le sang de cette commune. Et on sait très bien que cette manière de vouloir mettre fin au capitalisme, de mettre fin à ce monde-là, peut que susciter des réactions violentes. Et du coup, se penser comme déjà sauvé, en fait, c'est oublier le péril dans lequel on est mis nécessairement par le fait que proclamer la commune, c'est une manière de déclarer la guerre. La démocratie n'a pas directement à voir avec le vote, malgré l'imaginaire le plus répandu. Comment dire, et un référendum comme ça va toujours, de toute façon, représenter la voix d'une certaine majorité, et même plus que sa voix, son ordre, la dictature de la majorité. Et moi je trouve ça dommage que ce soit le plus grand nombre qui décide, parce que comment fait-on lorsque beaucoup de gens ont tort? Est-ce qu'on doit accepter qu'ils s'imposent aux autres? Vouloir trancher toutes les questions comme ça, c'est un peu l'exorcisme ou l'expulsion de la politique, parce que plutôt que de prendre en compte tous les points de vue en place et d'essayer d'agencer un savoir-vivre partagé, on fait que se séparer en permanence, mal poser les questions, exactement comme dans les statistiques enfin tu vois tout ça. Et si on prenait la question sérieusement, collectivement, à la limite scientifiquement, la question est déjà résolue. Il faut arrêter de tout bousiller. L'ensemble du mouvement a produit un texte, une déclaration commune qui dit en fait ce référendum il est illégitime, il n'a pas d'assises, on n'y croit pas et c'est pas ça qui va solder ou décider de notre avenir. À part ça, il y a une partie du mouvement qui s'est dit
quand même on va faire campagne, quand même on va appeler les gens à voter contre l'aéroport parce que c'est une tribune qui nous est offerte, et autant que le résultat soit le plus en faveur possible du mouvement anti-aéroport. Et il y a une autre partie du mouvement qui croit tellement pas là-dedans qu'il ne va pas faire campagne pour aller voter. C'est-à-dire, il n'y a pas de décision d'appeler au boycott, il n'y a pas, si tu veux, à l'intérieur du mouvement anti-aéroport, de position aussi contradictoire que ça, avec une partie du mouvement qui dirait n'allez pas voter ce jour-là, pendant qu'une autre dirait allez voter contre le projet d'aéroport. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une campagne qui est menée par une partie du mouvement pour que les gens aillent voter, et une autre partie du mouvement qui dit de toute façon, pour nous, la vie, la politique, ce qui joue d'intéressant, ça se situe ailleurs. Du coup, on continue à faire notre vie sur la ZAD, à construire le rapport de force, à participer au mouvement loi travail, à faire des chantiers ici. On invite tous les gens qui se sentent préoccupés par l'avenir de cette zone, qui veulent la défendre coûte que coûte, à venir au moment du référendum et à continuer à affirmer ça et à construire la ZAD avec nous. La tentative de l'évacuation militaire de la zone, effectivement, trouverait son fondement dans le résultat de la consultation. Ils vont même jusqu'à inventer en fait une forme de consultation populaire qui a jamais eu lieu. Le référendum d'initiative locale, ils ont dû faire passer des lois pour que ça puisse exister. Ils ont réinventé ça. Je pense qu'ils mettent tout ce qu'ils peuvent dans la bataille. Dans le cadre de la consultation, en fait, du côté de la ZAD, des occupants, on s'est dit que nous, on ne s'engagerait pas dans faire de la campagne électorale, mais on n'appelait pas non plus au boycott. On dénonce en fait en quoi cette consultation est biaisée, et surtout ce qui nous importe, c'est continuer à construire ce qui se passe sur le terrain. Donc on appelle un grand week-end de chantier collectif les 25 et 26 juin, avec l'idée de faire un chantier central qui va être de refaire une grande salle de réunion qui sera un dôme. Donc c'est refaire un dôme pour l'occasion du référendum. Et donc montrer que sur place, on continue à construire et à bâtir ensemble ce qui va permettre l'avenir de cette zone et de tout ce qui touche à la lutte ici, quoi.